Bonjour, cher Benjamin Stora. Bonjour. Nous allons être ensemble pendant un petit moment et en tout cas, je suis très très heureux de vous recevoir ici à la Grande Mosquée de Paris. Et je voudrais tout de suite dire que dans nos parcours respectifs, il y a des ponts silencieux entre Alger et Paris, entre mémoire et engagement, entre livre et prière. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps, le vrai temps, comme on dit, de penser ensemble et à haute voix. Et je voudrais tout de suite commencer par une première question en parlant donc de votre rapport à l'Algérie, qui est celui d'un fils, d'un historien, mais aussi d'un témoin privilégié. Aujourd'hui, sentez-vous que la France est enfin prête à entendre cette mémoire algérienne dans toute sa complexité, y compris celle des Algériens musulmans restés longtemps sans voix? Merci beaucoup pour cette invitation, effectivement, qui peut être l'occasion pour moi de développer dans la durée ce qu'a été mes engagements, mes travaux, mon approche, évidemment, des rapports entre l'Algérie et la France. Et dans l'introduction, il a été déjà mentionné un terme qui me plaît beaucoup, c'est celui de pont et de passerelle qui existe, puisque moi-même je suis issu et natif d'une ville qui est la ville des ponts, la ville de Constantine, la ville des passerelles. Et quand j'étais enfant, de ma fenêtre, puisque j'habitais en face du lycée, qu'on appelait à l'époque le lycée d'Aumale, et en face de moi, sous mes yeux, il y avait le pont et les gorges. C'était vertigineux. C'était à la fois rassurant et vertigineux. Donc l'histoire des ponts m'a toujours habité, en fait, fondamentalement, c'est-à-dire d'essayer de dresser des moyens de passage, en fait, des moyens de passerelle. D'autre part, le rapport long à l'Algérie est pas simplement celui de mon lieu de naissance, c'est-à-dire que je viens d'évoquer, Constantine, en 1950. C'est d'abord le fait que j'ai commencé à travailler sur l'histoire de l'Algérie en 1974. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans, à l'université de Nanterre, sous la direction de René Raymond, et ensuite dans ma thèse avec Charles-Robert Ageron, où j'ai travaillé, donc il y a un demi-siècle, sur l'histoire de l'Algérie et du nationalisme algérien en particulier. Donc c'est une vieille histoire déjà, un demi-siècle de travaux, de réflexions, d'archives compulsées, regardées, de rencontres aussi, de rencontres avec des acteurs de cette histoire, du côté algérien, on y reviendra, du côté français aussi, bien sûr, beaucoup. Donc c'est déjà une très vieille histoire, dans un lieu ici, la Grande Mosquée de Paris, qui est lui aussi extrêmement, j'allais presque dire, symptomatique de mon double parcours, parce que la Grande Mosquée de Paris, c'est à la fois, en 1926, la reconnaissance par la France du sacrifice des soldats musulmans dans la Première Guerre mondiale. Mais aussi, c'est l'année de la naissance de l'étoile nord-africaine. L'étoile nord-africaine, fondée par Messali avec Image Amar, Adjef Belkacem, qui a été la première organisation qui s'est battue pour l'indépendance de l'Algérie. Et précisément, mon premier travail, il y a 50 ans, était celui portant sur l'étoile nord-africaine, et sur le parcours très particulier de Messali, qui à l'époque était un personnage qui venait de décéder, qui venait de mourir en 1974, l'année où j'ai commencé à travailler sur lui. Et si j'ai commencé à travailler de cette manière-là sur cette histoire de l'Algérie par le biais de Messali, c'est parce qu'à l'époque, j'étais un homme engagé politiquement. C'est-à-dire que mes travaux universitaires venaient coïncider avec mes engagements politiques de l'époque, qui étaient, disons-le, des engagements révolutionnaires. Entièrement dit, j'ai été un militant trotskiste pendant longtemps. Je ne le suis plus. Mais c'était effectivement, pour moi, de découvrir pourquoi et comment l'organisation à laquelle j'avais appartenu à l'époque avait soutenu les nationalistes algériens, pratiquement de l'étoile nord-africaine jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, pour quels étaient ces militants français,
qui avait soutenu, disons, ces nationalistes. C'était tout le sens de mon travail. Donc il y avait une coïncidence, il y avait une sorte de croisement entre un engagement de l'époque, politique, et en même temps une soif de savoir, de connaître, une soif des origines, du point de vue de là où je venais, de la généalogie de mes origines, c'est-à-dire de cette terre qu'on connaît tous, qui s'appelle l'Algérie. Donc c'est au croisement de ces deux histoires que j'ai commencé à travailler il y a un demi-siècle maintenant, donc ça fait un certain temps. Et il est évident que dans ce travail, j'ai connu plusieurs séquences. Une séquence assez classique dont on a parlé beaucoup, c'est celle des archives, parce que beaucoup d'archives de l'Algérie sont déposées en France. Donc j'ai travaillé beaucoup aux archives d'Aix-en-Provence. Il y avait des kilomètres d'archives. En 1974, 75, 76, c'était plus facile d'accès, parce qu'après ça s'est refermé en 1979. Mais aussi, la chance que j'ai eue à cette époque-là, en travaillant sur cette histoire intérieure algérienne, c'est de rencontrer à cette époque des acteurs de cette histoire. Et en particulier d'abord la famille de Messali, la fille de Messali, Janina, qui m'a fait un cadeau absolument inespéré, puisque son père venait de décéder, et elle m'a informé qu'avant de mourir, son père était en train de rédiger ses mémoires sur des cahiers d'écoliers. Je crois une vingtaine de cahiers d'écoliers écrits à la main en français et en arabe. Et elle savait que je préparais la biographie de son père, et donc elle m'a proposé que je puisse les regarder. C'est pour moi une chance absolument extraordinaire pour un jeune chercheur, puisqu'à l'époque, je n'étais âgé que de 24 ans, 25 ans. Et donc j'ai pu avoir accès, disons, à ces documents extraordinaires qu'étaient les mémoires de Messali. Et ça a été une grande rencontre pour moi. Mais aussi, j'ai fait d'autres rencontres avec des acteurs algériens de cette époque-là, qui étaient quelquefois dans l'opposition d'ailleurs, les années 70. Je pense en particulier, bien sûr, à des historiens comme Mohamed Arbi, Ali Haroun, qui ont été des responsables de la Fédération de France du FLN pendant la guerre d'indépendance, qui m'ont beaucoup aidé. Et également, à cette époque-là, j'étais rentré en contact avec des gens comme Ossinaït Ahmed, que j'ai très bien connu ensuite. On restait très liés pendant de nombreuses années. Puis d'autres acteurs de ce parti, le Front des Forces Socialistes, qui était en particulier, je pense à Tariq Mira, le fils d'Abdelrahman Mira, qui a travaillé aussi avec moi à cette époque-là, qui m'a appris beaucoup de choses. Bref, pendant une dizaine d'années, en travaillant sur cette histoire intérieure algérienne, j'ai réussi à faire un dictionnaire biographique, tout seul. Un dictionnaire de 600 biographies des principaux acteurs du nationalisme algérien radical, c'est-à-dire l'Étoile, PPA, MTLD, puis qui donnera naissance ensuite, comme on le sait, soit au Front de Libération Nationale, soit au MNA. Mais les 600 biographies de ce dictionnaire ont été publiées en 1985. Ça a été l'objet d'ailleurs de ma seconde thèse. C'était votre premier ouvrage, donc? C'était Messali. Le premier ouvrage, ça a été ma soutenance de thèse que j'ai fait avec Charles-Robert Ageron, Jacques Berck et Aniré Goldzayer, qui étaient des membres de mon jury. Et ça a été la première publication, ma première publication, mon premier livre. Et puis ensuite, il y a eu ce dictionnaire. Ce dictionnaire qui était donc une seconde thèse, un second travail universitaire, à partir duquel j'ai réalisé une sorte de paysage sociologique du nationalisme algérien, dans sa version urbaine, citadine, géographique, locale, régionale, etc. Ça a été l'objectif d'une deuxième thèse que j'ai soutenue donc à cette époque-là, donc en 84-85. Et puis enfin, pour en terminer avec les études universitaires, une troisième thèse, cette fois-ci portant sur l'histoire de l'immigration algérienne en France, toujours avec Charles-Robert Ageron. Et cette thèse a été soutenue en 1991. Elle a été ensuite publiée, etc. Bref, un parcours universitaire qui m'a permis ensuite d'entrer à l'université, d'y enseigner, à Paris 7, à Paris 8, et de fréquenter aussi, naturellement, un certain nombre d'autres acteurs algériens et historiens algériens, dont malheureusement certains sont aujourd'hui décédés. Je pense à un ami très proche
comme Abdelmajid Merdassi, qui a été comme un grand frère pour moi. Ça vous a beaucoup affecté, parce qu'à ce moment-là, on s'est parlé, c'était quelque chose de très difficile. Ça a été difficile. Majid, il était rentré en contact avec moi à la fin des années 70, au début des années 80. Qu'est-ce qu'il faisait, lui il était, en fait, à l'origine, c'est un musicologue. C'est un amateur de musique du Mahalouf Constantine. Lui aussi, un amoureux de la musique. Lui aussi, il est originaire de Constantine. Il est de Constantine, et c'est comme ça qu'il est rentré en contact. Et c'est lui qui m'a ramené à Constantine. Très bien. Il m'a ramené à Constantine, puisque j'étais parti avec mes parents en 62, et il m'a ramené à Constantine. Vous avez fait un très beau livre racontant votre départ. Oui, il est récent. Il est récent, celui-là, et puis c'est à la fin. C'est très personnel. Voilà, l'arrivée, c'est un de mes derniers livres. Mais c'est grâce à Majid et sa femme, Zeynep Zizou, que je suis retourné à Constantine en 1983. C'est la première fois que C'est la première fois que je revenais. À Constantine. À Constantine. Après, j'y suis retourné un nombre, j'allais presque dire, presque incalculable de fois. Et en 83, quel était votre ressenti à ce moment-là? Ça a été beaucoup d'émotions quand même, parce que j'avais déjà 32, 33 ans, donc j'étais plus déjà un enfant, 20 ans s'étaient passés, j'avais beaucoup travaillé sur cette histoire, et puis beaucoup d'émotions, surtout lorsque je suis monté, comme on dit, au cimetière. Parce que c'est des expressions qu'on utilisait, monter aussi. Parce que le cimetière de Constantine, le cimetière juif en particulier, qui est très bien entretenu d'ailleurs, il se trouve sur les hauteurs de la ville. Et il domine, disons, la ville de Constantine. Et mon père, avant de partir, qui était vivant encore à l'époque, m'avait dit surtout, si tu vas à Constantine, tu vas aller sur la tombe de mon père, donc de mon grand-père. Et c'est vrai que quand je suis allé dans ce cimetière, j'ai cherché la tombe de mon grand-père que j'ai eu du mal à trouver. Et parce que mon grand-père, sa tombe, c'était Benjamin Stora. Et donc, j'ai découvert une tombe très avec votre prénom et votre nom. Avec mon nom et mon prénom à Constantine. Ça a été très important, bien sûr. Ce qui prouvait aussi quelque part une sorte d'enracinement dans la terre algérienne, j'allais presque dire ancestrale. Parce qu'après, dans mes études universitaires, j'ai appris à chercher quelle était l'origine de mon nom, quelle était la généalogie de ma famille, etc. Et c'est vrai que le nom de Stora, il remonte très, 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 très loin dans l'Antiquité, jusque pratiquement déesse phénicienne, etc. Et surtout, pour la famille... C'était un nom très courant d'Algérie. C'était une grande famille. Oui. C'était une grande famille d'Algérie, avec les Bakri, par exemple, ou d'autres grandes familles, les Kohen Haddad, etc. Une famille d'origine berbère. De Constantine ou est-ce que... Non, c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père. En fait, il y a deux branches. Une, ça renvoie à l'histoire de l'Algérie. Il y en a une qui est du côté d'Alger, des Stora d'Alger. Et puis, il y a une autre branche de Stora, des Aurès, Khenchla. Le frère de mon grand-père était le maire de Khenchla, notamment un grand ami de Ferhat Abbas. Par parenthèse, c'est cette amitié avec Ferhat Abbas qui m'a permis plus tard de faire la biographie de Ferhat Abbas parce que sa femme, Marcel, connaissait ma famille, parce qu'ils étaient amis. Vous voyez, à chaque fois, c'est des relations très personnelles quand même. Vous voyez, les études scientifiques viennent croiser des histoires très personnelles. Donc en 83, effectivement, l'arrivée à Constantine, le cimetière, l'émotion, bien sûr, que ça représentait. Puis alors après, j'ai ramené ma mère à Constantine, dans un petit film qu'on a fait ensuite, qui a été diffusé dans les années algériennes, qui est visible d'ailleurs sur Internet, où à la fin d'ailleurs, elle se met à pleurer en entendant de la musique constantinoise, en disant que c'était le morceau préféré de mon père le matin quand il prenait son café. Des centaines de milliers d'Algériens ont vu cette séquence-là. Elle est très, très célèbre, elle est très connue parce qu'elle parle en arabe dans la rue. Votre maman parle en arabe. Complètement, oui. Durant toute la séquence, elle parle en arabe. Et donc, ça a été effectivement un très grand moment d'émotion. Et puis après, j'ai continué mon parcours universitaire de manière un peu plus classique dans les années 90, en m'orientant différemment, c'est-à-dire en m'orientant pas simplement à partir des archives écrites, mais aussi à travers les archives audiovisuelles, donc les documentaires, les films de fiction, l'image. C'est ce qui m'a intéressé. Donc j'ai fait d'autres
j'ai travaillé différemment, j'ai fait des années algériennes, et j'ai publié aussi un livre sur la mémoire qui s'appelle La gangrène et l'oubli, c'est-à-dire un livre sur l'histoire de la mémoire en 91. Cette mémoire perturbée de la France à l'égard de l'Algérie, cette difficulté qu'a la France à regarder en face son passé colonial, je l'avais écrit en 1991 dans La gangrène et l'oubli. Et puis ensuite, j'ai voulu faire un documentaire sur la guerre, mais par les Algériens. Et j'ai fait un film qui s'appelle L'indépendance aux deux visages, où là, j'ai rencontré des personnages absolument extraordinaires qui m'ont marqué. Malheureusement, beaucoup ont décédé aujourd'hui. Bon, j'en ai déjà parlé, bon, aussi Naït Ahmed, bien sûr, mais Saoud El-Arab, qui a été vivant et qui a fait un témoignage très important, un personnage extrêmement chaleureux, attachant. Youssef Ratib, l'un des responsables de la Villia 3, je crois, ce qui m'a fait un témoignage aussi extrêmement émouvant, qui était très très important. Mais alors, parmi tous ces personnages, il y en a un dont je voudrais citer une anecdote, qui malheureusement lui aussi est décédé. Ce film est sorti en 2002, donc ça fait longtemps maintenant, qui est Abderrazak Bouhara. La première fois que j'ai vu Abderrazak Bouhara, qui, comme chacun sait, était un acteur très important de cette histoire, qui était un des bras droits de Boumedienne, il m'a dit, Monsieur Stora, j'ai une dette et un remboursement à vous faire. Je lui ai dit, ah bon, Monsieur Bouhara, mais que voulez-vous rembourser? Il m'a dit, en 1956, j'ai brûlé le camion de votre grand-père à Khenchla. C'était un homme charmant, M. Bouhara. C'était en quelle année que vous l'avez... En 2002. D'accord. 2002-2003. Et d'ailleurs, avec tous ces personnages, y compris Salah Goudjil, y compris Bouhara, le commandant Azdin, aussi Naït Ahmed, Ali Haroun, j'ai fait un documentaire qui est dans les archives de l'INA, qui dure 6 heures, qui s'appelle « Conversation avec les hommes de la révolution algérienne ». Et qui est en fait les rushs de ces conversations, parce que le documentaire lui-même ne faisait que 52 minutes. Mais là, dans les archives de l'INA, il y a les conversations sur toute la longue durée. En particulier, par exemple, quand il nous raconte le congrès de Tripoli, quand il nous raconte l'été 62, les luttes de pouvoir, etc. Ce sont des choses ce sont des documents pour l'histoire absolument extraordinaires. Donc en fait, j'ai beaucoup travaillé du côté algérien, comme on peut le constater. Ça, c'est évident. Mais j'ai voulu aussi quand même travailler du côté français. C'est-à-dire, le côté français, j'ai publié plusieurs ouvrages. Un ouvrage sur, en particulier, le général de Gaulle, parce que c'est toujours une grande question. Que s'est-il passé en 58 ? J'ai fait un livre qui s'appelle « Le mystère de Gaulle », où, en fait, je démontre dans cet ouvrage qu'en fait, en arrivant au pouvoir, le général de Gaulle avait déjà pris sa décision de négocier, contrairement à ce qu'on croit. Bon, une fois, il a dit « Vive l'Algérie française », c'est vrai, mais fondamentalement, beaucoup de témoignages, beaucoup d'écrits de sa part, y compris des écrits comme ceux de Raymond Aron, qui travaillait au Figaro à l'époque, etc., savaient que l'issue de toute cette histoire devait passer par l'indépendance. Bref, j'ai fait ce livre, ça s'appelle Le mystère de Gaulle. Et puis, étant donné que j'avais déjà fait un président de la République, je me suis dit, je vais faire un autre président de la République. C'était François Mitterrand. Oui. Et donc, j'ai fait un livre sur François Mitterrand, en regardant cette fois-ci les archives avec un journaliste, François Mali. On a regardé les archives du ministère de la Justice. Parce que François Mitterrand n'était pas simplement ministre de l'Intérieur en 1954. Bien sûr, tout le monde le sait. Mais surtout, il était garde des Sceaux au moment de la bataille d'Alger. C'était lui, le garde des Sceaux. Et en regardant les archives du ministère de la Justice, on peut voir que l'assentiment qu'avait donné François Mitterrand au fait de la condamnation à mort de militants indépendantistes, de militants nationalistes algériens, puisque sous Mitterrand, 45 Algériens ont été guillotinés, ce que je raconte dans ce livre. Et je raconte aussi dans ce livre la réaction d'une femme extraordinaire qui est devenue aussi mon amie, puisque je parle de tous les gens que je peux connaître dans toute cette histoire, c'est Gisèle Halimi, qui, pour faire ce travail, puisqu'elle avait été proche de François Mitterrand,
m'a beaucoup aidé. Parce qu'elle avait été avocate, elle, en 56, 57, 58, 59. Et donc, elle était déjà beaucoup intervenue. Elle était engagée pour l'indépendance très, très engagée. Et elle m'a raconté cette scène où elle s'est heurtée en 57 à François Mitterrand. Donc ça aussi, c'est dans mon travail, c'est dans ce livre que j'ai sorti sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie. Donc du côté français, il m'apparaissait nécessaire, disons, de voir aussi quels avaient été les points de vue de chacun, avec des prises de position. Et derrière les prises de position françaises, il y avait aussi les prises de position françaises hostiles à la colonisation. Parce que dans mon travail, je voulais aussi montrer les voix françaises qui n'étaient pas d'accord avec la colonisation. Ça me paraissait très important. Mon point de vue, dans le fond, est connu. J'ai cité mes engagements tout à l'heure, c'était clair. Mes engagements sont connus dans le sens où l'indépendance de l'Algérie était inéluctable. Mais il y avait des voix françaises qui avaient essayé de prévenir, qui avaient essayé, disons, d'alerter. On pourrait appeler ça aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Dans l'entre-deux-guerres, par exemple, dans les années 20, dans les années 30, il y avait des gens comme Fred Zeller, Daniel Guérin, Marceau Pivert, la tendance gauche du Parti socialiste de l'époque, qui étaient des amis des Algériens. À cette époque-là, hein, ils sont peu connus malheureusement. J'ai fait un livre là-dessus d'ailleurs. Et puis ensuite, pendant la guerre, et puis ensuite dans l'après-guerre et pendant la guerre d'Algérie, il y a eu le rôle joué par la mosquée de Paris dans le sauvetage des Juifs. Il y a eu après 1945 le massacre de Sétif et de Guelma, avec les interventions qui ont été faites par un certain nombre, disons, de Français à l'Assemblée algérienne qui ont protesté contre les massacres de Sétif et de Guelma. Et puis pendant la guerre d'indépendance algérienne, j'ai aussi travaillé sur ceux qui s'étaient opposés, disons, à cette guerre, ceux qui avaient refusé, disons, l'engrenage dans lequel la France était embourbée. Bref, c'est tout un travail de recherche, d'investigation pour répondre à votre question qui est long, très long. Pourquoi c'est difficile ? J'arrive à la réponse. Parce que la présence française coloniale en Algérie a duré 132 ans. Et on peut 6 générations. C'est considérable. Et qu'on ne peut pas résoudre, et je suis parvenu à cette conclusion tardivement, qu'on ne pourra pas résoudre cette question en un seul coup. Il faut un travail très long, très lent. Il faut mettre des moyens à la disposition des chercheurs, des enseignants, pour comprendre, pour connaître l'histoire coloniale. Donc c'est tout un travail de pédagogie très, très, très long, très lent, pour pouvoir regarder se passer en face. On en a eu l'exemple récemment avec ce qui s'est passé avec le journaliste Jean-Michel Apathy, lorsqu'il a expliqué que oui, pendant la conquête coloniale en Algérie, il y a eu effectivement des massacres absolument épouvantables. Et là, ça a été la stupéfaction. Alors évidemment, moi je le savais, parce que j'avais beaucoup travaillé sur ces questions-là, mais j'ai été quand même surpris par l'incroyable résistance, je veux dire, à l'affirmation de cette réalité. C'est-à-dire la progression coloniale du XIXe siècle sur de vastes étendues, avec des massacres de population, avec le rôle joué par les officiers. Moi, j'avais lu effectivement des tas de choses là-dessus avant, comme par exemple un grand livre de François Maspero qui s'appelait « L'honneur perdu de Saint-Arnaud ». Un très grand livre où il y a toutes les lettres de Saint-Arnaud à sa famille, c'est absolument terrible. Et donc, dans le fond, je me suis dit, si on n'arrive toujours pas à regarder la conquête coloniale, c'est-à-dire le début de cette histoire, comment est-ce qu'on pourrait regarder tranquillement la fin de cette histoire, c'est-à-dire la guerre d'indépendance. Vous avez cité Messali Hadj et en même temps vous avez parlé de la mosquée de Paris. Messali Hadj, au moment de la réalisation de la Grande Mosquée de Paris, avait dit que c'était un gadget pratiquement et à la disposition de la colonisation. Et puis là, vous citez, je dirais, le rôle de la Mosquée de Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment dans le sauvetage des Juifs. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même encore une histoire où il y a énormément de contradictions, etc.
quel est votre regard sur cette période en tant qu'historien? Est-ce qu'il y a eu vraiment un sauvetage des Juifs organisé par le fondateur de la Grande Mosquée de Paris? Alors, il y a deux questions. D'abord, sur l'année 26, sur cette espèce d'opposition, il faut essayer de la comprendre, parce que la plupart de ces militants qui vont construire l'étoile nord-africaine sont des gens très écrasés, socialement et culturellement très stigmatisés. Ils sont très seuls à l'intérieur de la société française. Personne ne veut les écouter. Or là, qu'est-ce qu'ils voient se déployer? Le faste de l'inauguration, l'investissement des pouvoirs publics français, etc. Donc, ils sont quand même, ils se sentent méprisés quand même. Je veux dire, il faut quand même essayer de se mettre en situation, en contexte Absolument. historique. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Par la suite, ils vont réviser leur jugement, bien sûr, et se rapprocher, bien entendu, de la Grande Mosquée de Paris. Mais effectivement, dans un premier temps, ça a été leur réaction. Maintenant, sur la Seconde Guerre mondiale, dans un premier temps, il est bien évident que la Mosquée de Paris était au diapason de n'importe quelle institution française, pas sous Vichy. Je veux dire, je vois pas pourquoi la Mosquée de Paris aurait échappé à ce que faisait la totalité de toutes les grandes institutions françaises de cette époque-là, c'est recevoir des officiers allemands, de discuter, etc. C'est pas le problème, ça. Tout le monde le faisait. Bon. Et donc, effectivement, oui, il y a des films où on voit des officiers allemands visiter la Grande Mosquée de Paris. Il y a ce sont des effets de propagande, je veux dire. Mais en même temps, qu'il y a ces effets publics de propagande qu'on peut constater partout en France, il y a aussi les réactions personnelles, intimes, individuelles. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé avec un film de fiction qui s'appelait Les Hommes libres, qui a été réalisé par Ismaël Ferrouki, Absolument. avec Tahar Rahim. Ce film retrace précisément la vie et l'œuvre, enfin le parcours, pardon, d'un chanteur, Salim Al-Lali. Salim Al-Lali, qui était juif de Annaba, et qui a été sauvé. Il l'a raconté lui-même. Homosexuel. Oui, absolument. Et il l'a raconté lui-même. C'était pas donc une histoire inventée, etc. Malheureusement, il est mort dans l'oubli. Je crois que c'était en 2005 qu'il a dû décéder, je crois. Salim Al-Lali était une immense vedette. C'était une star, je veux dire, de la chanson, de la musique, arabo-andalouse, arabe tout court, enfin, qu'importe le terme. C'était une voix qui est incarnée au cinéma, donc, par Tahar Rahim. Et donc, moi, j'ai travaillé sur ce parcours, et derrière ce parcours, et en tirant, disons, ce fil, oui, j'ai vu, effectivement, que la Mosquée de Paris avait délivré des certificats prouvant que certaines familles juives étaient, entre guillemets, musulmanes. C'était d'autant plus facile que beaucoup de familles juives avaient les mêmes noms que... En général, ce sont des juifs séfarades qui viennent du Maghreb, qui ressemblent beaucoup aux Maghrébins de l'époque, circoncis, puisqu'on me raconte que la police allemande, lorsqu'elle faisait des contrôles, il demandait donc à l'homme qui était en face d'eux de baisser son pantalon pour voir s'il était circoncis ou pas. C'est ça. Et donc cette chose-là s'est produite, et donc un certain nombre de familles, c'est vrai, de familles juives ont été sauvées, bien sûr. Et à la fin de ce film, vous disiez un jour, au cours d'une conférence que vous avez tenue ici à la Grande Mosquée de Paris, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui vous avaient contacté en disant, voilà, moi-même, et je me rappelle, vous aviez parlé de Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. Et tout le monde était étonné, même vous, en disant qu'on ne savait pas qu'il était juif et qu'il vous a raconté. Et il m'a raconté son sauvetage ici à la Mosquée de Paris. Tout à fait. C'était le cas de Philippe Bouvard. J'avais entendu aussi, mais malheureusement, je n'avais pas eu le temps de discuter avec elle, d'un témoignage de la famille de Simone Veil, aussi sur cette question du rapport à la Mosquée de Paris. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la voir et de vérifier, mais enfin, on me l'avait assuré aussi. Bref, c'est une histoire qui est une histoire authentique. Mais le problème, c'est que, vous savez, en histoire, on a des reconstructions a posteriori, c'est-à-dire après coup, lorsque les choses dégénèrent, lorsqu'il y a des affrontements, etc. Alors là, on reconstruit tout. Et malheureusement, j'ai pu constater cela lorsque j'ai travaillé avec le regretté Abdelwahab Meddeb pour faire Histoire des relations entre juifs et musulmans, qui est paru en 2013. Il est mort peu de temps après. Un très beau livre. Un très grand livre. Ouais. Et où, en fait, on voulait expliquer, lui et moi, que les juifs et les musulmans avaient vécu
1500 ans dans le même univers, en pratiquant le même langage, les mêmes rites, la même liturgie. Les mêmes codes culturels. Les mêmes codes culturels, culinaires. Oui. En rapport avec les fêtes, etc. Et ça, que par conséquent, on ne peut pas, tout d'un coup, aujourd'hui, parce que effectivement, il y a cet affrontement politique qui est né du conflit, comme on le sait tous, du conflit israélo-palestinien, on ne va pas détruire 1500 ans d'histoire. C'est ça le problème. C'est-à-dire que il y a eu effectivement des moments de conflictualité entre juifs et musulmans, comme ça existait en Europe, comme ça existait partout, bien sûr. Mais c'est long, 1500 ans. C'est beaucoup, 1500 ans. Ça n'a pas été que l'enfer pendant 1500 ans. C'est pas possible. Il y a eu des juifs, entre guillemets, de cour. Il y a eu des poètes, il y a eu des philosophes, il y a eu Maïmonide, il y a eu plein de gens. Donc, on ne peut pas aujourd'hui réécrire toute cette histoire à l'aune, à la lumière de l'affrontement d'aujourd'hui. Et j'en ai eu la preuve de cette chose-là lorsque Jack Lang m'a demandé d'être commissaire général de l'exposition Juifs d'Orient, qui s'est tenue à l'Institut du monde inaugurée par le président Macron. Inaugurée par le président de la République. Et d'ailleurs, il a prononcé à ce moment-là un discours me concernant. Donc, il m'avait touché, d'ailleurs, à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on a montré dans cette exposition, c'est à l'intérieur du monde arabe, tous les trésors, à la fois vestimentaires, des robes de mariée, les parures, les bijoux, l'orfèvrerie, bien sûr les manuscrits de langue arabe, les livres de prière écrits en arabe. C'est-à-dire l'hébreu écrit en arabe. Je sais que truc compliqué. Hein. C'est pas simple, effectivement. Qu'on a montré. Et l'exposition a remporté un très, très grand succès. Absolument. Parce que les gens découvraient tout un monde, tout un univers englouti et disparu. Alors, on vient de citer Emmanuel Macron. J'aimerais aborder cette question. Emmanuel Macron, en tant que président de la République, dès son élection, il a envie vraiment de trouver les voies et moyens pour réconcilier l'Algérie et la France. Et il va vous faire appel. Est-ce que vous pouvez brièvement nous raconter cette anecdote? Parce qu'on sait que c'est vous qui avez été pratiquement l'artisan de cette politique menée par le président Macron. Bah oui, effectivement, c'est lui qui est venu me chercher. Hein. Moi, j'ai pas demandé. Donc, c'est son fait. Il m'a demandé ce qu'il C'était dès son arrivée au pouvoir en 2017. Non, avant. Ah, déjà. Dans la campagne présidentielle. Pendant la campagne présidentielle en 2016. J'ai rencontré pour la première fois Emmanuel Macron en 2016. Et donc, il m'avait demandé quelles étaient la possibilité, disons, de faire des gestes mémoriels, des recours de réconciliation. Je lui avais déjà dit le discours que je viens de tenir. C'est-à-dire que comme l'histoire a été très longue, il faut être patient. Très patient. Je lui ai dit, d'entrée de jeu, et qu'il fallait, c'était mon point de vue, je sais qu'il a été critiqué, et qu'il fallait à chaque fois choisir des gestes symboliques et avancer pas à pas. Il était d'accord avec cette démarche. Il m'a demandé de faire un rapport que j'ai fait, que je lui ai remis en janvier 21. Et donc, ce rapport, c'était non pas... Qui a été publié. Qui a été publié, qui a été très critiqué il a été très discuté, en France et en Algérie. Et je sais que ça vous a beaucoup touché. Ça m'a affecté parce que j'avais des critiques disant que j'étais un pro-colonial. Enfin, bon. Alors, quand même, on connaît votre parcours. Quand on connaît mon parcours, d'une part, les propositions que je faisais, c'est-à-dire la reconnaissance par la France de l'assassinat de Maurice Audin, de Ali Boumendjel, ça, c'est moi qui ai proposé tout ça. C'est comme j'ai proposé aussi que la France honore la mémoire de Mouloud Feraoun en déposant une gerbe à Alger, le jour de son assassinat, comme j'ai proposé aussi, mais ça s'est fait tardivement, malheureusement, sur l'Arbi Ben Midi. Quand j'ai proposé, disons que... On peut s'arrêter 2 minutes sur l'Arbi Ben Midi parce que, en fait, c'est vous qui allez demander à ce que le président de la République reconnaisse que l'armée française a assassiné l'Arbi Ben Midi, alors que jusqu'à récemment, dans les archives, on trouvait l'Arbi Ben Midi suicide, motif de la mort suicide. Absolument, c'est-à-dire que pendant très longtemps... Pour l'Arbi Ben Midi, à la différence, par exemple, de Ali Boumendjel, où on avait eu l'aveu d'Osarès sur l'assassinat d'Ali Boumendjel, ce qui était beaucoup moins évident pour l'Arbi Ben Midi.
Et effectivement, j'ai insisté sur cet aspect-là. Ça a été le fait que la France, officiellement, reconnaisse par un communiqué, d'ailleurs détaillé, cet assassinat. Et ma position, c'était à la faveur de tous ces gestes mémoriels, d'avancer pas à pas pour montrer, faire comprendre à la société française et aux jeunes générations ce qu'avait été la réalité de la guerre et du système colonial. C'était ça, mon point de vue. Alors, ça a été critiqué parce que on disait il faut faire une condamnation globale, faire un discours d'excuses et puis on tourne la page. Mais je ne crois pas qu'on puisse tourner la page comme ça. Quand on voit toutes les difficultés que j'ai rencontrées sur des cas très précis, alors j'imagine le reste. Alors, il y a d'autres choses que je n'ai pas réussi. Par exemple, j'ai pas réussi sur Gisèle Halimi, parce qu'il y a eu une pétition de filles de Harki contre l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon. Ça n'a pas été possible. J'ai proposé dans mon rapport que la France aussi s'engage dans le fait de déblayer, c'est dans mon rapport, le déblayage des essais nucléaires. Hein, donc c'est dans mon rapport. J'ai proposé ça aussi. Bon, j'avais rencontré d'ailleurs les historiens. Est-ce que vous êtes à l'origine de la déclaration récente du président de la République à l'occasion de la cérémonie du 8 mai 45, au niveau de l'Arc de Triomphe, le président de la République dit qu'on est en train de fêter donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'en même temps, en Algérie, il est allé avoir, ça, il a cité Sétif, Ouais. etc. C'est vous, ça aussi ou... Alors, bon, on en a parlé, bien sûr, mais je peux pas m'attribuer tous les mérites à chaque fois de tous les... Non, mais enfin, il y en a beaucoup des mérites. Il y en a quelques-uns, effectivement, parce que quand même les travaux des historiens, il y a d'autres, je peux pas... comment dirais-je, j'ai fait suffisamment critiquer pour avoir cheminé seul, parce qu'on m'a dit il aurait fallu former une commission des historiens, travaillant pas à pas, etc. Bon, j'ai dit, si on forme une commission d'historiens français, on va attendre quelques années, etc. Bref, c'est pour ça que j'ai remis tout de suite mon rapport au bout d'un an de travail. Mais par la suite, ce sont les Algériens et le président algérien qui m'a reçu et qui a proposé une commission mixte, proposition à laquelle j'étais d'accord. Mais cette fois-ci, c'était un engagement sur la durée. C'est-à-dire de commencer d'avoir les moyens, les dispositions matérielles permettant de donner aux chercheurs les moyens de travailler sur la longue durée. Ça, c'est la proposition du président algérien. D'accord. Et cette commission, donc, a été mise en place ma mémoire commence à être... C'était à l'été 2022. On a travaillé dans l'année 2023. Et jusqu'en 2024, jusqu'en l'été 2024, on s'est réunis 4-5 fois, en France et en Algérie. Mais c'était l'objectif de pouvoir travailler, encore une fois, pas sur un seul... C'était pas sur un seul cas symbolique. C'était pas sur un seul geste, mais c'était sur la durée. Vous sentez que les deux présidents, le président algérien et le président français, sont vraiment, je dirais, d'accord sur la façon de travailler de cette commission. Donc une indépendance totale. Moi, en tout cas, ce que je peux constater. Un budget. Oui, absolument. Ce que j'ai constaté, c'est que pendant l'année, 2023-2024, il y a eu absolument une indépendance des membres de cette commission du côté français comme du côté algérien. D'accord. Avec des moyens mis à disposition pour voyager, pour aller aux archives. Mais encore une fois, je précise que c'était sur la durée. Ça ne pouvait pas se faire simplement comme ça. Et là, il y a des rencontres actuellement non, avec la crise. Non, je veux dire que l'actualité politique, on le sait, est venue percuter le travail Absolument. malheureusement scientifique des historiens, c'est-à-dire sur la question des mises à disposition des moyens, parce que sur un projet, s'il n'y a pas une mise à disposition des moyens, le projet ne peut pas avancer. Absolument. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les chercheurs travaillent et reviennent chacun de leur côté. Et moi, j'ai gardé des rapports personnels avec des historiens algériens, comme d'ailleurs j'en ai toujours eu. Donc on est revenu, disons, à un stade antérieur, en espérant peut-être qu'un jour on puisse reprendre, disons, les travaux de cette commission mixte. Mais pour l'instant, effectivement, les travaux sont à l'arrêt. Et la dernière fois que vous êtes parti en Algérie, c'était quand? C'était précisément avec la commission. D'accord. À Alger, à Constantine. À Alger. Vous retournez à on est allé à Constantine, à la commission. La commission s'est déplacée à Constantine. Oui. D'accord. Parce que moi, j'ai voyagé avec vous une fois. On était, tout à fait. On était dans la salle d'embarquement et j'étais quand même impressionné par la popularité que vous avez. Moi, je me rappelle d'une jeune gamine, je ne sais pas si vous vous rappelez, 14-15 ans, qui vient timidement vous voir pour vous demander un autographe.
Moi, j'ai éclaté de rire parce que, franchement, lire Benjamin Stora à 14-15 ans, c'est quand même vraiment quelque chose. Mais j'ai découvert, effectivement, que en marchant avec vous à Alger, les gens vous interpellaient. Vous êtes un fils du pays, en réalité. Bah, ça, c'est aussi l'aspect positif d'Internet et de la télé. Parce qu'on critique beaucoup, c'est normal, les dangers d'Internet, etc. Mais il y a aussi cet outil extraordinaire de connaissance. C'est-à-dire que, tous les films que j'ai pu réaliser, toutes les émissions que j'ai pu faire, toutes les prises de position que j'ai pu avoir, sont diffusées sur Internet, comme d'ailleurs cette émission peut-être actuellement. Et donc, à partir de là, les gens peuvent identifier, se reconnaître à travers tel ou tel personnage. Il y a eu beaucoup de polémiques récentes, on le sait, entre la France et l'Algérie. Et à partir de là, mes positions sur le plan historique, sur le plan politique, permettent de m'identifier dans le champ intellectuel français aujourd'hui, où peu de gens connaissent en fait à la fois l'Algérie d'aujourd'hui et l'Algérie d'hier, contrairement à ce qu'on croit. Peu de gens la connaissent. C'est-à-dire ne connaissent pas la langue, ne connaissent pas la civilisation, ne connaissent pas la culture. Ils connaissent très très peu de choses. Et c'est tout mon problème, c'est tout mon travail pendant toute ma vie, puisqu'on peut terminer par où on a commencé. Ça a été précisément de faire en sorte que se croisent les mémoires, que les gens se comprennent les uns par rapport aux autres. Mais pour qu'ils se comprennent, encore faut-il qu'ils se connaissent, qu'ils connaissent leur histoire. C'est-à-dire qu'au minimum, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas en France l'histoire des Algériens. On ne sait pas le nombre de morts algériens de la guerre d'indépendance. On le sous-estime complètement. On sous-estime le fait qu'il y a eu 2 millions de paysans algériens déplacés par l'armée française. C'est colossal. Les gens, quand je dis ces chiffres-là, par exemple, je prends celui-là, il y en a d'autres, les gens sont complètement étonnés parce que c'est pas enseigné, c'est pas su. C'est-à-dire qu'on peut pas soupçonner l'ampleur de l'importance dans la mémoire algérienne de la guerre d'indépendance si on ignore ce qui s'est passé réellement. Or, c'est tout le travail, c'est dans le décloisonnement des mémoires, dans la circulation des mémoires, c'est la connaissance des autres. Et du côté aussi des Algériens de France, de connaître, c'est l'histoire française, c'est-à-dire de connaître l'histoire de ceux qui se sont opposés à la colonisation. Car l'ennemi des Algériens, c'était pas la France, c'était le système colonial. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Ferhat Abbas, Bessali Haj, enfin je vais pas citer tous les noms. Les grands nationalistes, en tout cas algériens. Tous les principaux nationalistes algériens, tous ont énoncé cette vérité simple, évidente. L'ennemi n'était pas la France, mais le système colonial. C'est important de le rappeler. Alors, dernière question, Benjamin. Sur quoi vous travaillez actuellement? Est-ce que c'est un secret? Parce qu'un homme comme vous, qui, je vous avoue, est très précieux pour nous, qui avons besoin, effectivement, de cette mémoire, de cette histoire. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives de travail, est-ce que vous continuez également à construire ces ponts? Puisqu'on a commencé par les ponts, on va terminer par cela. Ces ponts importants entre l'Algérie et la France, parce qu'il y a cette proximité, il y a la langue, il y a un certain nombre aujourd'hui qu'on a envie de casser. On a envie aujourd'hui, certaines personnalités, certains partis politiques souhaitent vraiment tourner le dos aux deux pays. Vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais déjà à 75 ans? Je fais moins qu'à 50 ans. En tout cas, quand je vois votre regard brillant, j'ai l'impression qu'on a encore 20 ou 30 ans de travail. Hein. Parce que né en 1950, donc ça commence à compter, quoi. Oui. Et donc il y a plus de fatigue, donc moins de choses, évidemment. Vous êtes déçu, vous êtes... Je sens un brin de déception. C'est difficile. Enfin, je sais pas si c'est le mot déception, mais il y a de la fatigue hein, dans tout le travail. Vous ne vous dites pas, je me suis trompé, 50 ans, j'aurais pu être historien dans une matière noble, parce qu'effectivement, l'immigration, l'Algérie, la France, est-ce que c'est des matières, je dirais, nobles, où on peut gagner beaucoup d'argent? Justement pas. C'est des matières difficiles. Travailler sur le colonialisme, la guerre d'indépendance algérienne, l'immigration, ce sont des sujets inflammables. Faire un bouquin sur Ferhat Abbas, faire un livre sur Ferhat Abbas, c'est quand même... C'est pas évident, c'est pas simple. Faire un dictionnaire des militants algériens. Vous pourriez faire un livre sur Emmanuel Macron et sa relation avec l'Algérie? Pourquoi pas? Je sais pas. Intéressant comme sujet. Ça peut être intéressant, mais j'y ai pas encore réfléchi à cette question-là. C'est-à-dire que il y a de la fatigue tout simplement à cause de l'âge. Il y a aussi, bien sûr,
des choses que j'aurais aimé voir se réaliser davantage et ça n'a pas été le cas. Et c'est dommage parce que, par exemple, je prendrai un exemple parce qu'il y a beaucoup d'exemples, mais par exemple sur la question des restitutions, j'avais plaidé pour la restitution des objets, notamment appartenant à l'émir Abdelkader, et notamment son épée de commandement, son Coran personnel, etc., qui avait été pris au moment de la prise, notamment de la Smala d'Abdelkader en 1843. Donc, toutes ces revendications de restitution d'objets, dont on peut faire l'inventaire en lisant les lettres des officiers, d'ailleurs. Je suis en train de lire en ce moment, je ne sais pas pourquoi, c'est une coïncidence, je suis en train de lire un livre sur Saint-Arnaud et sur le duc d'Aumale. Et quand vous lisez leurs lettres, tous les objets y figurent. Les tapis, les vêtements, les bracelets, etc. C'est incroyable. Donc, sur la question des restitutions, je crois que c'est un grand défi à venir sur la question coloniale, pas simplement pour l'Algérie, mais pour ce qui concerne en général l'Afrique. Nous, on a ouvert une voie avec l'Algérie sur cette commission, même si tout n'a pas été réalisé. Mais derrière, il y a tout ce qui se passe en Afrique, notamment dans la jeunesse, qui veut se réapproprier la totalité de son histoire. Et ça, c'est un énorme défi pour la France de demain. C'est-à-dire pouvoir être capable, disons, de réparer en restituant. C'est le grand défi à venir et que d'autres historiens mèneront à ma place, j'espère. C'est l'histoire des crânes de Zaatcha, la restitution. Ça a été les crânes, bien sûr. Ça a été très important. Mais il y a des tas de choses à restituer. On avait parlé beaucoup des archives aussi, bien sûr. Bref, c'est le combat à venir, je veux dire, dans les années à venir, et qui concerne pas simplement la France et l'Afrique, mais aussi le monde colonial et le monde européen. Il faut élargir, disons l'angle de vue sur cette question-là. Ça me paraît tout à fait important. Vous savez, l'Algérie, c'est un immense pays, d'ailleurs, par rapport à l'Afrique. Et donc, il y a une impatience de la jeunesse africaine aujourd'hui dans la réappropriation de son histoire qui est très forte, qui est très, très grande. Beaucoup de déceptions. Et il faut répondre à tout ça. On ne peut pas rester à l'écart de tout ça. Or, le problème, c'est qu'il y a assez peu d'historiens suffisamment formés pour pouvoir résoudre ces questions et répondre à toutes ces questions. Il y en a assez peu en France. Il y a assez peu de moyens qui ont été mis à la disposition des chercheurs pour connaître l'islam, connaître l'histoire coloniale, connaître l'histoire de l'Afrique. Et donc, c'est tous ces moyens qu'il faut aujourd'hui mettre à la disposition des chercheurs. Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'avoir parlé avec le cœur. Et j'espère que votre voix continuera à être entendue. On a besoin de vous. Et merci sur les éclairages que vous avez dit sur la mosquée de Paris, sur le sauvetage des Juifs et sur le rôle de la Grande Mosquée de Paris comme pont entre l'Algérie et la France. Merci, Benjamin. Merci, Chebs.